Un bilan qui s'avère important chaque 6 novembre au Cameroun. Nous sommes donc à 42 ans de magistère pour ce qui est du président Paul Biya à la tête du Cameroun. En 42 ans, qu'est-ce qu'on peut dire du travail qui a été battu par l'homme du renouveau? On aura l'opportunité ce soir de le faire. Mais avant, on va une fois de plus décrier ces morts enregistrées dans le monde. Vous avez l'opportunité de contribuer via également notre page Facebook Info TV Cameroun. À défaut, dans votre chambre, dans vos toilettes, dans vos bureaux, en pleine cérémonie, là aussi à travers vos tablettes, vous avez la possibilité de nous regarder jusqu'à 18h52 et participer bien entendu. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Soulé Honoriolo qui est avec nous ce soir. C'est vrai que certains disent qu'on le présente, mais moi je prends toujours plaisir à dire que c'est mon confrère. Il est journaliste, il officie au sein de la presse écrite, Le Messager, un journal, l'un des plus vieux au Cameroun, qu'on ne présente plus et qui a eu l'occasion de s'imposer dans le landerneau médiatique. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue, Soulé. Merci de m'avoir invité. Le Messager a, je crois, 3 ou 4 ans d'existence avant le renouveau. Oui. Si mon addition est exacte, parce que le Messager est créé, le premier numéro c'est le 17 novembre 1979 à Bafoussam. Et depuis la mort, de rappeler au renouveau, puisque nous allons en parler, de prendre ses responsabilités. Je me retrouve à payer 30 000 francs mensuellement, n'est-ce pas, de courant, d'énergie électrique sans savoir ce que je consomme. Je ne comprends pas comment l'Arcel et Eneo peuvent penser à un arrimage des prix, mais qui en réalité met en difficulté toutes les personnes qui utilisent, n'est-ce pas, le compteur prépayé. Nous sommes l'un des rares pays où on ne sait pas comment on consomme, ce qu'on consomme, comment on calcule, n'est-ce pas, le kilowatt, mais on vous impose de payer. Et l'État ne dit rien et laisse ses enfants mourir, ce qu'on appelle au quartier la mort du serpent. Je voudrais le dire très sincèrement que l'une des résolutions que devrait prendre le renouveau en ces 42 ans, c'est de demander à Arcel et Eneo de renoncer, n'est-ce pas, à cette provocation, de renoncer à cette augmentation. On ne comprend rien à rien. Parce que tantôt on vous dit, quand vous êtes de 0 à 110, de 110 à 400, de 400, c'est-à-dire que vous ne comprenez rien. Mais alors, un manque de communication peut-être. La communication est biaisée. La communication d'Eneo est biaisée. Et puis, c'est avec Eneo, c'est vous payez ou vous payez. C'est-à-dire que vous allez seulement payer. Vous allez seulement payer, ou alors ils vous viennent, n'est-ce pas, vous couper. Je suis sûr d'une chose, Rosalie. Toutes les personnes qui, depuis le 1er novembre, n'est-ce pas, ont vu leur consommation basculer à ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le tarif normal. Toutes les personnes qui utilisent le compteur prépayé sont aux abois, sont mal. On a eu le retour. Je voudrais simplement savoir comment vous pouvez dire que vous avez pris une mesure en 2012 et que vous venez l'exécuter 12 ans après. Personne n'est au courant. Non seulement personne n'est au courant, mais au moment où la vie est de plus en plus chère, au moment où toute l'inflation, n'est-ce pas, fait sa marche dans les assiettes, dans le panier de la ménagère. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal.
Je suis sûr que votre plaidoyer est tombé dans les oreilles, mais est-ce que ces oreilles sont les oreilles dessous? Là, j'en sais trop rien. J'espère sincèrement, parce que beaucoup de Camerounais se plaignent. On en a parlé, comme vous l'avez dit, sur ce plateau. Il a été expliqué que c'était normal, mais qu'il fallait peut-être une communication pour mieux expliquer aux Camerounais pourquoi cet arrimage-là. Parce que les uns et les autres ne comprennent pas. À partir de 50 francs, 79 francs, sans transition, c'est difficile. 29 francs, c'est pas rien. Donc, il faudrait véritablement que cela organise une communication sur le plan national pour éviter cette colère qui est sans cesse grandissante au sein de la population. Merci d'être là, Souli. Bonsoir, El Hadj Mariga Ibrahim. C'est un bonheur de vous accueillir encore sur ce plateau. Merci, Rosalie. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-discutants. Rosalie, je voulais faire un coup de gueule parce que j'attendais ce jour-ci. Justement, tout le monde a son coup de gueule, quoi. Oui, Rosalie, parce que depuis le communiqué du ministre des Finances qui félicitait la douane, cette histoire de 3000, c'est combien de balles? 3144. 3144. Je suivi un débat sur ce plateau dans une autre émission. Et les réseaux sociaux en ont tellement fait aussi. Parce que la stigmatisation des nordistes toujours, quand il y a une situation comme ça, quelque chose se prépare au nord pour venir arracher le pouvoir. Ah, vous vous êtes senti stigmatisé avec cette actualité. Le ministre a dit quoi? Le ministre a dit. Ben, c'est le ministre qui doit nous intéresser. Vous n'allez pas réagir sur les réactions des intervenants sur des plateaux de débat. C'est le commentaire des plateaux de débat. Vous ne pouvez pas critiquer des commentaires sur des plateaux de débat. Rosalie, vous demandez le droit de réponse. Nous en sommes victimes depuis le nordiste. Et j'attendais, je croyais qu'avant qu'il n'entre, n'est-ce pas, dans cette fête-là aujourd'hui, au moins c'est ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, ceux qui sont nos dirigeants, qui se disent aux militants de notre grand parti, le RDPC, pouvaient au moins, n'est-ce pas, saisir, n'est-ce pas, cette occasion. Quelle est l'autorité qui a marginalisé les nordistes dans cette affaire de balles? C'est ce que je demande. Il y a toujours des commentaires, n'est-ce pas, qui filent. On dit des choses. Les commentaires. On dit des choses. Nous en sommes victimes. Après le coup de 84. Vous savez qu'on dit aussi depuis que ce temps-là, tout le temps, on dit que les bassins aiment les problèmes. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit? Marafa a stationné 4000 personnes pour venir entrer, prendre le pouvoir à Yaoundé. Nous nous en souffrons là où nous passons partout. Vous vous sentez mauvais? Oui, ça nous fait mal. Mouchez-vous alors. Moi particulièrement, je dis, n'est-ce pas, que nos dirigeants, nos élites, qu'ils sachent, n'est-ce pas, prendre tout de suite, qu'ils prennent position, qu'ils demandent l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les choses. Pour sensibiliser, oui. Parce que toutes les fois, il ne faudrait pas croire qu'il y a, n'est-ce pas, des gens qui se préparent par rapport à un truc. Non. Le trafic aujourd'hui, la zone du Nord, Centrafrique, Nigeria, Soudan, Tchad, c'est-à-dire les armes circulent là-bas en désordre. Donc trouver, n'est-ce pas, 3000 balles, c'est quelque chose vraiment de négligeable. Parce que les gens font croire au Camerounais, les balles entrent d'abord et les armes vont suivre. Quand moi je suis un truc comme ça me fait mal. D'accord. Bon, maintenant que vous vous êtes mouché, voilà. Merci d'être là avec nous encore ce soir, El Hadj. Professeur Messenga Obama, vous savez que c'est toujours un bonheur pour moi de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, le bonheur est partagé. Comme c'est une journée de colère. Attention. J'ai la mienne. Ah ben vous ne m'avez pas habitué à... Justement, une fois n'est pas coutume. Je n'ai vraiment pas l'habitude, mais aujourd'hui je suis débordé. Qu'est-ce qui se passe? Et j'en ai après MTN. Ah d'accord. J'en ai après MTN parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça fait plusieurs mois. J'ai souscrit à un abonnement, 10 000 francs par mois pour 1 giga par jour pendant 30 jours. Alors, je peux vous montrer mon téléphone. À cette heure-ci, nous sommes à 17h19. Je n'ai encore rien pour la journée d'aujourd'hui. Je dois consommer 1 giga que je paye. Rien n'est encore disponible dans mon téléphone. Donc, le message que vous m'avez envoyé n'est même pas encore arrivé parce que je n'ai pas la connexion Internet de MTN. C'est sûr que cela va arriver entre 18h et 19h. Et entre 18h et 19h, un message va apparaître immédiatement. Il ne vous reste plus que 500 gigas.
Mégas, pardon, 500 mégas. Qui a consommé les 500 autres? J'ai un abonnement pour 1 giga par jour et lorsque le téléphone, la connexion arrive, il ne vous reste que 500 mégas. Alors, et vous voyez de temps en temps aussi des messages. Votre abonnement à votre subscription a été un succès, a été renouvelé avec succès. 150 unités par jour. Je n'ai jamais souscrit à de tels abonnements. On dit si vous ne voulez pas, envoyez stop. J'ai envoyé stop, ça passait souvent, mais ça ne coupe rien. Vous envoyez stop. Mais aujourd'hui, ils n'acceptent même plus votre stop. Vous écrivez stop, ça rejette. Vous écrivez stop, ça rejette. Et ça vous débite. Vous êtes passé dans le bureau? Je suis en train de consulter des juristes pour voir comment on peut agir juridiquement face à ce genre d'escroquerie. Parce que ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul Camerounais victime de ce genre de situation. Et MTN n'est pas la seule maison au Cameroun qui nous joue ses tout. Donc, oui, ce n'est pas une raison pour que moi... Non, je suis d'accord de d'accueillir. J'accueille votre plainte, hein, même si je ne suis pas au tribunal. Donc, mais il ne faut pas qu'on s'habitue à de l'escroquerie parce que tout le monde fait de l'escroquerie. Ouais. Bon, les abonnés des autres vont accepter ou bien vont aussi faire ce qu'ils vont faire. Mais c'est trop. Ouais. Et c'est trop quand on sait qu'il y a quand même des agences de régulation de ces affaires-là qui regardent faire, qui ne sont pas ignorants, je suis sûr. Parce que on ne peut pas fonctionner de cette manière. Eh oui. Merci d'être là, professeur Assia. Ok, j'espère que la suite va être plus cool. Je l'espère aussi. Sylvestre Lebel, Niek, bienvenue. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Madame Guissele, merci pour cette autre invitation. J'ai la chance de ne pas avoir une colère personnelle. Alléluia. Parce que les Camerounais sont tellement tristes que je pense que je n'ai qu'à partager leur tristesse pour être triste moi aussi. Ils sont tristes? Ah oui, bien sûr. Après, sur ce plateau, tout le monde se plaint. Et c'est un échantillon juste. Mais je voudrais revenir sur un sujet qu'on a abordé à partir de... Je vous avais dit ici, quand il s'agit d'alcool, l'État va sévir. Et sévir est un euphémisme. Depuis avant-hier, l'État sévit vraiment. Mais je rappelle que l'électricité, comme l'eau, sont également des produits, des services qui sont soumis à homologation des prix. Je ne sais pas à quel moment l'État, les régulateurs et les producteurs sont assis pour augmenter le prix et que nous, on n'a pas été informés. C'est-à-dire que lorsqu'on se plaint pour l'alcool, qui est un instrument de gouvernance pour nous rendre idiots, on sévit tout de suite. Mais il peut s'agir de l'électricité, de la tomate, des œufs et autres, il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, que vous consommez le courant ou pas, les œufs ou pas, on n'a pas peur des troubles à l'ordre public. Je voudrais donc partager la tristesse de tous les Camerounais. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'en venant ici, j'avais vu sur la bande-annonce que je retrouverais mon ami Lucien. Rassurez-vous, on m'annonce qu'il est voilà, là. Je voulais tellement le voir parce que tout à l'heure, je viens d'avoir un problème qui m'a pas rendu nerveux. Hein. Ouais. Les militants du RDPC ont carrément barré la route au niveau... Bon, vous allez sûrement en parler face à lui, ce serait peut-être préférable. Il n'était pas parmi ces militants, j'en parle comme ça pour que les gens se disciplinent un peu. Vraiment pour aller faire la fête, mais permettre quand même que ceux qui veulent encore circuler... à l'ordre public. Voilà. D'accord. Avant de rentrer dans notre premier sujet, permettez-nous de prendre une légère transition et on se retrouve. Ne devrait pas être une fête pour le RDPC, mais apparemment vous êtes en fête, ça se voit. Bienvenue. Merci Rosalie, c'est tout un plaisir. Hein. C'est vrai, la session du président Paul Biya, la magistrature suprême, concerne tous les Camerounais, on peut le comprendre ici, mais particulièrement, il faut le dire, ça concerne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'autant plus que c'est non seulement le président national du RDPC, mieux, je peux le dire, aujourd'hui c'est notre leader politique et jusqu'à présent, jusqu'à là où je vous parle, c'est le candidat naturel du RDPC aux prochaines élections présidentielles. Donc alors, la fête est totalement belle, il fallait s'y rendre. Je suis parti dans plus de meetings, j'étais à Yaoundé, j'étais en Fou, j'étais ici chez moi.
Et il faut voir la ferveur, la joie de refêter cette année, d'autant plus que c'est spécial. C'est même ici où j'étais, où je vous disais que le président travaille sereinement, il travaille pour le bien-être des Camerounais. Et nous serons d'avis de faire le bilan qui est celui du chef de l'État, le bilan de la personne et non le bilan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça, il faut attendre le 24 mars. Aujourd'hui, on peut accompagner toutes les voix, on se sera attendu ici à retrouver nos partenaires, qui soient de l'UNDP, qui soient du PADEC, qui soient des autres partis politiques, Non, pas du tout. Et là, ça a toujours été... On n'est pas dans votre alliance. L'alliance a été dénoncée depuis 2012 à Douala, devant Amadou Adjoudi, paix à son âme, mais devant Talon Malam qui est encore en vie. Il faut que ça soit dit de façon claire. Alors, on a quand même en mémoire les grandes figures de l'UPC telles que Frédéric Kodok, qui ont marqué l'histoire, Ogbelen, etc. Bref, vous êtes venu assassiner politiquement en 2007, lorsqu'on avait repris les élections. On a vu le Premier ministre en campagne dans l'Union équilibrée pour battre Kodok, qui, dit-on, était votre allié à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes très contents de célébrer. On peut célébrer un homme, mais effectivement, il faut célébrer le Cameroun. On va parler tout à l'heure du bilan. Merci Rosalie de m'avoir une spécificité camerounaise, d'autant plus qu'aujourd'hui en Espagne, vous voyez, là-bas, c'est près de 200 morts. C'est dit qu'aujourd'hui, il faut s'interroger au niveau même de la nature d'une manière globale. Et vous savez que c'est l'un des leitmotifs du chef de l'État, c'est-à-dire nous interpeller comment aujourd'hui nous utilisons notre planète pour détruire avec tout ce que nous faisons. Donc je crois qu'il faut regretter ce qui s'est passé, mais ce n'est pas un phénomène qui vient de l'être humain, c'est un phénomène naturel, mais donc il faut rechercher les moyens pour peut-être prévenir, pour qu'on n'y arrive plus jamais là. Professeur Messanga Obama, 4 morts, plusieurs blessés dans cet effondrement et les gens sont inquiets parce qu'on a parlé de la route. Là on en est à la terre qui s'écroule. Est-ce que finalement cette zone est maudite comme il le dit Lucien Bidima, ou est-ce qu'on a une main assassine cachée derrière, ou c'est simplement la nature comme il le dit également qui revendique son espace? Bon, disons qu'à la base, il y a un phénomène naturel. C'est la Terre qui se détache pour créer un accident. C'est donc un phénomène naturel. Mais le problème, c'est que chaque peuple a une manière de lire les phénomènes naturels ou les phénomènes sociaux en fonction de ses grilles culturelles. Au Cameroun, comme sur le reste du continent africain, nous avons un certain nombre de croyances qui régulent, n'est-ce pas, la vie publique. Lorsque M. Bidima a parlé, il a évoqué cela entre les lignes. Vous-même, dans votre question, vous l'évoquez entre les lignes. Ça veut dire que, quelque part, on pense que la mort n'est pas naturelle. La mort n'est pas naturelle. Chez des peuples comme les Bétis, on pose toujours la question des causes de la mort quand quelqu'un est mort. Même si on connaît la maladie, le jour de sa mort, on demande de quoi il est mort. C'est là où? Oui, on demande, cette question veut qu'on sache si la mort peut être due à une action humaine, parce qu'on sous-entend que même les activités naturelles peuvent être commanditées par des activités humaines. Sur ce point, on pense d'ailleurs que la vie diurne n'est qu'une répétition d'une vie nocturne antérieure. D'autres choses, les choses qui arrivent maintenant sont des choses qui se sont déjà passées dans un autre monde mystique. Alors, cette croyance-là est largement partagée par un certain nombre de problèmes et s'aggrave avec des joutes politiques. D'ailleurs, on estime qu'on gagne une élection politique quand on est sorcier, quand on a des capacités mystiques, lorsqu'on sait dompter les forces mystiques. Et dans ces jeux de forces mystiques, il y a très souvent des sacrifices en vie humaine.
C'est pour cela qu'une période comme celle-ci, c'est-à-dire une période préélectorale, on sait qu'il y aura des élections. On peut se dire que l'éboulement, c'était pour faire un sacrifice. Bien sûr. Donc, c'est ce que pensent un certain nombre de personnes. C'est une théorie valable pour vous? Non, moi j'analyse. J'analyse, j'essaie de voir ce qui se passe. Ce que je dis, vous pouvez vous-même déjà apprécier si c'est conforme à ce que le monde pense autour de vous. C'est ainsi qu'on voit. Donc, ça peut être dû au fait que on sacrifie des humains pour garantir des succès de demain. Et on vous parlera des contributions de certains. Bon, donc, mais comme je le dis, à la base, c'est des phénomènes naturels. C'est notre lecture qui en fait des problèmes mystiques ou des problèmes qu'on pourrait classer comme ordinaires. Sous les, pour vous, problèmes mystiques également, ou vous avez l'impression que c'est une négligence, où on n'a pas bien géré la zone, la construction n'a pas respecté les normes? Qu'est-ce qui peut justifier cette succession d'éboulements? Parce que c'est une fois, deux fois, en l'écart de quelques heures. Ça inquiète un tout petit peu, ou bien vraiment c'est des sacrifices en prélude aux élections à venir au Cameroun. Tout est possible aussi. Comme moi je ne connais pas la nuit, je ne peux pas m'aventurer à parler des sacrifices. Peut-être qu'il fallait inviter François Bingon pour davantage vous éclairer là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un manque de volonté du pouvoir gouvernant. Il y a de l'indifférence aussi. Ouais. Parce que depuis qu'il y a ces accidents à répétition, je ne pense pas que le problème a été pris au sérieux et que des études géologiques, des études, n'est-ce pas, du chantier ont été réellement faites et qu'on a trouvé des choses. Vous savez, avant, quand on était à l'école, l'Ouest, on l'appelait la chaîne montagneuse de l'Ouest. Et les montagnes sont essentiellement précaires et essentiellement éligibles aux catastrophes. Vous avez la falaise des Champs, vous avez le col de Batié, vous avez récemment encore Ngwaché. Donc vous avez quand même des endroits qui sont accidentogènes, mais qui ne semblent pas préoccuper, n'est-ce pas, le pouvoir gouvernant. Et du coup, certaines personnes peuvent penser qu'on laisse ça exprès pour y consacrer des espaces de sacrifice. Parce qu'on ne comprend pas comment un problème, bien des catastrophes, à la limite même des cataclysmes, sont répétés à des endroits, mais on ne trouve pas. On fait rien. On ne trouve pas de solution. Chaque fois, ça endeuille les familles. On fait semblant de pleurer un coup. On s'apitoie un peu. On fait même des promesses, comme on en a fait à Ngwaché. Et puis, les semaines passent, les mois passent. On ne voit rien. Et on attend un autre scandale. Je pense que le renouveau a des comptes à régler et même à rendre d'abord à sa population. Et c'est en cela qu'il est important et souhaitable, n'est-ce pas, que 42 ans après, que le renouveau et son champion puissent tout au moins se regarder, n'est-ce pas, les problèmes des Camerounais. On va parler de ces scandales-là. Il y en a beaucoup. Et j'ai entendu Lucien Bidima parler avec emphase comment ils sont en fait, comment est-ce que le renouveau c'est sur cela. Personnellement, je me serais attendu que le renouveau ne fait à point, que les gens se dirigent vers la falaise, n'est-ce pas, pour s'incliner devant ces éboulements, devant... Vraiment,
Et je ne trouve pas nécessaire, 42 ans après, qu'on continue à reproduire la même chose. La fête à quelqu'un qui a déjà 42 ans de magistrature suprême. Le double éboulement de Tchang aurait pu constituer, n'est-ce pas, un moment d'arrêt et une volonté d'aller se recueillir pour tout au moins faire une grande prière, une grande méditation. Ça aurait été génial, ça aurait été une autre façon pour le renouveau de célébrer leur champion 42 ans après. Malheureusement, on a continué à boire, à danser comme les Bidima, qui a fait le tour de Yaoundé, il est à gauche, à droite. Mais, oh mon Dieu, notre chef et ami, où est ta victoire? Quand vous vous permettez de célébrer le renouveau après, alors qu'à côté, il y a des Camerounais qui ont perdu la vie. Où est votre victoire? Au point. Du coup, je suis un peu... Vous voyez un peu... C'est rarement que vous m'avez vu aussi calme, aussi amorti. Je suis même inquiète. Oui, en fait, c'est que je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. C'est qu'on a bien expliqué. Ce qui... Sylvestre Lebel-Niek, plusieurs thèses avancées. J'ai d'ailleurs eu, et il continue d'en envoyer, peut-être je reviendrai en profondeur sur le plan technique, sur les constructions au niveau de cette falaise. Un monsieur qui dit avoir d'ailleurs fait des propositions, s'être rapproché du ministère des Travaux publics et autres, avec des possibilités, avec des études qui ont été effectuées dans cette zone-là pour s'assurer que ce genre de situation n'allait pas arriver, parce que c'était prévisible. Et aujourd'hui, de voir justement cet effondrement, ça les choque parce que ils ont eu à faire des descentes sur le terrain dans cette zone-là et jusqu'à ce jour, rien n'a été suivi, rien n'a été implémenté. Il leur a été demandé des pots de vin pour que le marché leur soit attribué. Il a refusé de donner et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé. Donc, pour lui, c'est scandaleux de voir ces Camerounais couchés à cause d'une négligence qui aurait pu être évitée. Donc, j'ai tous les documents, mais j'ai demandé qu'ils viennent sur le plateau. Ce serait plus facile, mais comme mon plateau était plein, sûrement on reviendra sur le plan technique sur cette question de la falaise de Tchang demain pour entrer encore en profondeur. C'est pour dire que peut-être le problème il est plus profond que ce qui n'y paraît aussi. Madame Guissele, j'ai la même attitude que mon frère aîné. C'est-à-dire, en réalité, on parle de 4 morts. En fait, c'est les morts qu'on a pu retirer. Oui, justement. Ceux qu'on a déjà... Moi, j'ai eu la malchance, parce qu'il faut la malchance pour avoir ces images, de voir le deuxième éboulement qui vient. Il y a des cas de transport qui sont engloutis, il y a des camions, il y a tellement de choses. En ce moment-là, première chose, comme tout le monde, même quand c'est hypocrisie, on verse une lame pour ceux qui sont décédés. Mais il n'y a pas de cause. Laissez la nature tranquille. Il n'y a pas d'éboulement là où l'être humain n'est pas arrivé. Il n'y en a pas. Comment ça? Vous avez un exemple? Mais oui, dernièrement, il y a eu ça en Espagne. On a même vu les routes totalement coupées. Mais non, on a vu, mais qu'est-ce que vous dites là? Il y a eu ça aux États-Unis. Non, vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit. Il sort de la fête, effectivement. C'est ça le danger. Voilà. Comment vous voulez dire ça, monsieur le maire? J'ai dit encore, et il faut bien m'écouter, que laissons la nature tranquille. Il n'y a pas d'éboulement là où l'être humain n'est pas arrivé. L'être humain va arriver forcément partout. Ah bon? Donc vous êtes donc d'accord? Non, ce n'est pas à cause de l'être humain. Je n'ai pas dit que c'est la cause. J'ai dit laissez la nature tranquille. Il n'y a pas d'éboulement là où l'être humain n'est pas arrivé. Mais pour être plus concret, lorsqu'on a un éboulement, qu'est-ce qu'on fait? Supposer que la nature soit fâchée contre nous, la terre s'écoule. Au-delà de construction, parce que c'est des mesures qu'on prend avant, mais lorsqu'on ne les a pas prises, quand il y a éboulement, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise d'abord la zone pour que les populations n'y aient plus accès. C'est la première chose qu'on fait. Il y a un cordon qu'on installe au moins 500 mètres autour, parce que c'est visible. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des Camerounais avec les engins pour dégager, sans prendre aucune mesure. Du coup, deuxième éboulement. Lorsque le deuxième éboulement arrive, ça engloutit les gens qui étaient là. Donc si on peut comprendre le premier,
qui est de cause humainement naturelle. Disons-le ainsi. Parce qu'en réalité, nous avons bien fait la route et on a laissé des talus. Si vous prenez la route qui va à l'autoroute, vous allez voir que quelque part à gauche, en y allant, il y a une pierre qui ressemble à quelque chose qu'on a posé. Les maisons sont à 100 mètres. Regardez, si vous prenez l'autoroute, avant, il y a un des doigts là, il y a un des bibodis. Vous allez voir que c'est vrai que là, on a un peu, cette talus se situe un peu peut-être à 50 mètres de la route, mais c'est la même chose. Lorsqu'il y a éboulement, il faut sécuriser la zone. C'est là le problème. On peut comprendre le reste, c'est-à-dire les travaux n'ont pas été faits, il n'y avait pas d'argent comme on dit d'habitude, on a mal fait les travaux, bien on ne les a même pas finis. Mais lorsqu'il y a éboulement, ça n'a encore tué personne. Qu'est-ce qu'on fait pour que personne ne meure? Dans tous les pays du monde, y compris l'Espagne, qui est décidé un modèle en exemple aujourd'hui, on installe un périmètre de sécurité. Jusqu'à l'heure actuelle. Les gens ne respectent pas ça. Ce qui s'est passé justement. Les photos que nous avons, les photos que nous avons, il y a une balise ou deux. Il y a des balises qui sont posées, mais on n'a pas sécurisé le périmètre. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit chasser le produit, qu'ils aillent très loin de là. Ça n'a pas été fait. En ce moment, intervient donc soit la négligence parce qu'on préparait plutôt la fête. C'est vrai parce qu'il n'y a pas de raison c'est vrai, je suis désolé de le dire ainsi. Il n'y a pas de raison. Le souci aussi de sauver les vies qui étaient déjà englouties. Il y avait ça. Mon frère Bédima, le premier éboulement n'a causé aucune perte en vies humaines. Vous ne sauviez donc personne. Ça a justement coupé la route. Mais lorsque ça arrive ainsi, à vue d'œil, sans être technicien des routes, vous voyez bien que cette histoire peut continuer. C'est comme un volcan. Lorsque le volcan pète à 12 heures, vous faites quoi le lendemain, quand il s'arrête? Vous créez un périmètre urbain et un périmètre de sécurité pour que personne n'y aille. Pendant le temps de faire les études pour voir est-ce que le niveau technique c'est où? C'est ça le problème. Comment se fait-il que le deuxième est englouti et les engins et les cas de transport, du moins, aient pris des vies? Parce qu'on n'a pas sécurisé la zone. C'est ça le véritable problème. Faut-il pas chercher à justifier la mort? Quand les gens, des familles... Maintenant, je suis un peu gêné de faire l'analyse comparative chaque fois que c'est mauvais, jamais quand c'est bon. Pourquoi les autoroutes du Cameroun ne ressemblent pas aux autoroutes d'Espagne? Seulement lorsqu'il y a une catastrophe, on dit aussi catastrophe en Espagne. Nous, on est Camerounais, nous parlons d'abord de notre pays. C'est les Camerounais qui sont morts. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Je dis encore, il y a plein de routes qui sont comme ça, jusqu'à l'heure actuelle. La falaise même, vous allez voir qu'après avoir pleuré un temps là, on va dégager. On va continuer à circuler malheureusement, sans y avoir rien fait. La plupart des routes du Cameroun en zone montagne sont comme ça. C'est-à-dire, en réalité, on fait la route, c'est pas où c'est les moyens. Et on ne gère pas. On ne gère pas après. Si vous êtes sur l'autoroute à l'heure actuelle, l'herbe commence à pousser au milieu, l'herbe, à l'heure actuelle. Alors, maintenant, ça c'est pas bon. Allez, maintenant. Vous prenez les à côté. Comment vous appelez? Le canton, ce n'est pas fait. Sur l'autoroute. Avec ça, où allons-nous? Donc, laissons d'abord le bilan. Parlons que, bon, je ne vais pas dire ça en ma langue, mais une femme était allée dans son village discuter d'une histoire. Avant qu'elle ne commence, elle a fait la même histoire. On lui a dit, laisse d'abord, discutons de celle-ci. Donc, l'histoire de cet éboulement gêne parce que, après le premier, on aurait pu éviter les morts, pas le deuxième éboulement, mais les morts au moins. Ouais. Parce qu'effectivement, lorsque vous voyez la photo, la terre engloutit les cas qui sont à côté. Comment les cas se retrouvent à ce niveau-là? C'est ça qui est gênant. Elhad Maïga Ibrahim, des morts de trop, des morts qu'on aurait pu éviter, comme il le dit Sylvestre Lebel Niek, mais rien n'a été fait. Justement, moi j'ai reçu les vidéos à l'instant T du premier éboulement, il n'y avait pas de mort et les gens commentaient autour. Voilà, c'était calme. On faisait des selfies. Des selfies, justement, devant ce premier éboulement. Mais après, deuxième, c'est la catastrophe. Quelque part, on a envie de se demander justement, comme il le dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, est-ce que les esprits sont trop fâchés du côté des Tchang aussi? Bon, c'est vrai que sans vous couper, j'ai quand même une autre photo où le col, comment vous appelez ça? La falaise serait le siège pour d'autres, des rites traditionnels, d'autres un siège, je ne sais pas comment appeler ça, parce que je demandais la différence entre un site mystique et un site rituel, c'est quoi à la fin? Dans tous les cas, on a vu des photos où je crois que c'est un pasteur qui priait, qui disait. Dans tous les cas, c'est la même chose. Il faut sécuriser la zone. Qui est un site mystique?
qu'il y ait des pasteurs qui viennent prier. Quand il y a un premier éboulement, on sécurise la zone pour que personne n'y ait accès. Vous avez dit, quand une situation comme ça se présente, vous avez dit, il part la première fois, plusieurs fois déjà. C'est répétitif. On peut accuser la nature, c'est tout à fait normal, parce que la nature aussi s'exprime. Écoutez, M. Bidima cité 2 fois comment on appelle l'Espagne. L'Espagne, nous avons vu, c'est la pluviométrie très forte. Les eaux sont sorties de leur lit, ont envahi une ville. Et vous avez vu, quelle que soit la réaction, vous avez vu le roi lui-même aller là-bas, son épouse. Et ils ont été accepté de prendre et insulter sur lui. Mais pour montrer l'humilité à son peuple. Le Premier ministre a fui. De laisser converser la Oui, le Premier ministre a fui. Il est resté là, lui et son épouse. Il a embrassé les gens. Il a embrassé les gens sur le corps. Et vous allez voir la réaction de l'État tout à l'heure. Vous allez voir ce jour-ci. Ils vont refaire la ville là. Sans mettre les fusils du roi ou de, je ne sais pas, la première ou la reine. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas une récupération politique. Ils vont se mettre au travail. Dédommagement. Ils sont même déjà, oui. Vous comprenez bien. Ici, chez nous, moi, je me pose la question. À quoi nous sert la protection civile? Il y a des zones accidentogènes, telles que vous le venez de le citer, c'est vrai, dans ce pays. Il faut qu'on mette ce genre. La protection civile a le moyen de faire recenser qui se promènent dans des zones comme ça, essayer de voir. Recenser, n'est-ce pas, des zones qu'on voit, qu'on sait que pertinemment, avec surtout la période ici de la forte pluie, sûrement la tête peut s'affaisser. Et la zone de l'ouest, c'est bien beau de citer l'exemple chez les Blancs. Pourquoi on ne peut pas faire des tunnels? Nous voyons en Suisse, dans des pays développés, des zones, les chaînes montagneuses de l'ouest, là, on peut faire des tunnels pour construire des routes. Éviter, n'est-ce pas, tout ce genre de travaux que vous voyez. On n'a pas encore commencé avec les routes. Donc, vous comprenez, on vient creuser, n'est-ce pas, une route, on laisse la terre. On cimente sur la route. J'ai vu ici maintenant, là. Monter un volet, on met quand même du béton, on cimente un peu avec des brouettes. Un peu de brouettes, voilà. Vous avez vu ça tout à l'heure quand je venais. Dès qu'il y a premier pays, là, ça doit faire partie. Donc, je ne sais pas qui va aller à la messe le soir en voilier. Il y a un problème, vous allez passer par là. Ah bon, voilà. Notre pays sont habitués, les dirigeants, quand il s'agit de quelque chose qui touche le pouvoir, il y a une mobilisation où on mobilise la force de l'ordre pour venir mater la population. Mais quand il y a une situation comme ça, est-ce qu'aujourd'hui il n'y avait pas la fête dans cette même ville? Hein? Les gens sont allés se recueillir là-bas avec la tenue du parti, mon parti. Donc il y a des choses dans ce pays que nous nous laissons faire comme ça. Accident après accident, il y a des infrastructures déjà dépassées. Que la protection civile se mette. Il y a des quartiers où absolument l'État doit prouver sa force pour déguerpir des personnes, qu'ils le veulent ou pas. Vous avez cité Colbisson tout à l'heure, quand vous prenez la nouvelle Colbisson, regardez les flancs de Kouloum, là où les gens sont allés se péricher là-bas. C'est très grave. John Boy a voulu essayer de faire quelque chose, l'abandonner. Et plus les gens s'installent, vous avez dit quelque chose de très vrai, M. Yémé. Là où l'être humain n'est pas arrivé, il n'y a pas de problème. Nous voyons des jeunes montagnes, pourquoi il n'y a pas de boulot? Mais dès que l'être humain va commencer à toucher, à creuser, il affaiblit déjà la terre. C'est comme ça. Le bordure des routes là, de l'ouest, il faut travailler. Il y a des descentes tellement dangereuses. Ça a déjà causé plein de morts. Et chaque vie perdue dans notre pays, nous allons nous arrêtons-nous quand même un seul moment pour nous poser la question pourquoi. Il y a des catastrophes qu'on peut prévoir. Oui. À défaut de prévoir. Quand vous prenez le cas de l'extrême nord dernièrement, on sait que chaque période de pluie, il y a catastrophe. On ne peut pas attendre d'avoir une catastrophe qui aboutit des personnes, des biens, pour venir agir. On peut déplacer même des personnes, même par force. C'est là où on demande la force de l'État. S'il pleut pendant une semaine, la pause centrale qui inonde tous les 2 heures, quand il pleut pendant une heure, c'est voilà une grave. situation. S'il pleut à 2 semaines, on fait quoi? Donc, moi je me dis, l'État a suffisamment de moyens. Il suffit de s'organiser.
Il suffit Non, qu'on on dise dit la nature. Fait son travail, au lieu d'attendre, n'est-ce pas, des scandales. Bientôt, vous allez voir les matelas et peut-être quelques sacs de sucre et tout ça. Le riz pour aller soutenir la famille. Donc, c'est le souhait des gens. Donc, moi, je me dis quelque part, tel que les autres ont dit, peut-être qu'on prépare une élection ou ce quoi. Donc, c'est triste. C'est triste, n'attendons pas. Ce n'est pas une spécificité. La protection civile doit faire la ronde. Je vous dis que ce n'est Si pas vous vous une souvenez, le pont qui s'était, comment on appelle, qui a causé des morts du chemin de fer. Parce que vous savez, il y avait un pont là, détruit depuis. Ce n'est pas au Cameroun que nous vivons ça. Non. Nous sommes en train de vivre ça aux États-Unis, en pleine campagne présidentielle. Mais avant, nous avons vécu ça. Avant la période, il y a une forte sensibilisation. Il Il y a une forte sensibilisation, on déplace les gens aux Vous ne États-Unis. pouvez pas lutter contre Le gouverneur de tout l'espace le phénomène de la nature. on donne les moyens, l'État central donne l'argent. Vous voulez qu'on fait déplacer des gens. On déplace donc, qu'aujourd'hui qu'on interdise qu'on ne circule plus à Yaoundé. Qu'aujourd'hui qu'on décide qu'on ne circule plus à l'ouest. Nous disons qu'il y a des zones. Non. Qu'il y a des zones. Et pourquoi vous voulez mettre ça collé? Prenez, je dis, la route de Colbert sur là où j'habite. Vous collez ça. Toutes les collines là, monsieur, dis-moi, toutes les collines là, La loi c'est des maisons déjà envahies. sur les flancs de collines. Et bientôt vous allez voir. Et dès on va pourchasser les gens, vous serez les premiers à Ne les laissez même pas. Ne les laissez pas, c'est ça la faute de l'État. Et vous connaissez les gens qui y sont. Commencez par la sensibilisation. Parce que moi je suis sûr que ces gens n'ont pas de les Camerounais, bien sûr. Ah ok, ce sont les Camerounais. Donc facile de les déplacer. Facile de parler. Le jour que ça va se passer, donc on va parler une autre fois. Vous serez les premiers à dire comment nous voulons chasser les gens à Yaoundé. Comment nous Non, il ne s'agit pas seulement de Yaoundé. Non, parlons d'abord. Jean-Paul a commencé, pourquoi il a arrêté? Il avait commencé à faire déguerpir les gens de là. Et qu'est-ce que vous avez dit? Besoin électoral. On dit non, laisse. Vous avez dit quoi? C'est Il a arrêté parce que les gens ont dit. Oh là là. Depuis qu'on dit que vous faisiez les élections, vous avez arrêté la faute. Ce n'est pas un problème. Puisque on dit, ça aussi on dit. Mais c'est quelque chose qui touche l'État. Depuis qu'on dit que vous avez changé, Tout de suite, c'est comme ça. donc vous tenez compte de ce qu'on dit. Il y a une forte réaction, les gens viennent dans l'espace. Même code électoral aujourd'hui. S'il vous plaît, on ne va pas parler tous au même moment. On vous Donc permet quand de il faire. s'agit, n'est-ce pas, de ce qui doit toucher les vies des Camerounais, c'est là où tu vois la négligence, la faiblesse de l'État. Ce qu'on appelle la tolérance administrative. On laisse faire jusqu'au moment où il y aura, n'est-ce pas, un scandale. C'est où les gens, je vous dis, ils vont venir, bientôt vous allez voir. Les réfugiés, ils vont aller à l'ouest, vous allez voir. Les soi-disant élites que j'accusais tout à l'heure, ils vont aller là, avec les fusils, le père vous a envoyé, les sacs du riz, les couvertures et tout ça pour... Non, arrêtons avec ce jeu-là dans ce pays. Bonsoir, la Rosa Star. Une fois de plus, le 6 novembre est pour beaucoup l'occasion de déserter les bureaux administratifs, de barricader les routes, de dépenser par rapport aux agapes, véhicules CA, carburant, chauffeur et autres pour un pays en difficulté comme le nôtre. Voilà Tiang. Jean-Paul depuis Yaoundé. Le Gabon. Bonsoir, madame. Ah là là, ils sont déjà dans le bilan. Hein. Ils sont dans le bilan. Bonsoir madame, je suis en train de suivre votre émission à l'instant sur Info TV, l'intervention du monsieur sur le vol organisé des opérateurs mobilement interpellés. Je suis victime d'une arnaque de la part de cet opérateur Orange cette fois. J'ai fait un transfert de francs CFA de 27 000 à ma vieille mère, malheureusement j'ai inversé un chiffre. Mais tu as envoyé à quelqu'un d'autre, non mon frère? Est-ce que c'est l'arnaque là-bas? Non, il y a une application qui permet de... Mon frère, l'application là ne marche pas. Ah, c'est ça le problème. C'est ça l'arnaque. C'est ça l'arnaque, donc. Il faut que ça marche. C'est de dire qu'il y a une application, mais qu'elle ne marche pas. Ah, mon frère, pour moi, dès que tu as déjà envoyé, tu as envoyé. Non, il y a une application Il faut seulement prier d'avoir quelqu'un d'honnête de l'autre côté qui décide même de couper 5 000 et de renvoyer le reste. Parce que d'autres, lui, te dit seulement que merci, il avait même des problèmes depuis le matin. C'est clair, il va réouvrir 2 jours après. Bonjour, pourquoi la sécurité n'est pas intervenue après le premier éboulement pour boucler la zone? C'est Messi depuis Bafoussam. Depuis des années, on voit des riverains faire les champs. C'était prévisible, mais pas d'anticipation. Donc pour lui, il y a beaucoup de riverains qui font les champs dans cette zone-là. Vous, la présence, Bien, bonsoir au plateau d'Info TV à tous tes invités, surtout à mon Soulé qui a changé de look. L'éboulement
l'enterrement à la falaise de Tian, c'est une cause humaine pour moi, parce que quand j'ai vu sur votre grand plan à l'entame de l'émission, les collines autour de la falaise n'ont pas été taillées en talus, et c'est une erreur. Ou dit qu'une négligence des autorités, et si rien n'est fait, il y aura d'autres éboulements, peut-être plus graves, avec plus de victimes, que le Seigneur bénisse le Cameroun. C'est Philippe qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir, Mamie Rosa. L'homme du RDPC doit défendre l'indéfendable pour son management, car personne ne peut croquer le doigt qui met la nourriture dans sa bouche. Écoute, chapeau à Monsieur Soulé qui n'a jamais la langue de bois. L'échec du RDPC est programmé. Tommy depuis Youpoué. Bonsoir, Rosalie Guessele. Quelqu'un de plus intelligent que moi disait que celui qui ne sait pas et ne sait pas qui ne sait pas est un fou. Ok, celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas est un fou. C'est Monsieur Zigli qui nous le dit. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission ce soir en ce qui concerne cet éboulement. Très bonne intervention de Monsieur Sylvestre Le Ben-Yek-Yek. C'est Sa Majesté Robin Bila qui nous écrit depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir le panel, très surpris de voir le maire critiquer la gestion de la cité quand nous voyons à quoi ressemble la commune où il a été maire. Je confirme le fait des caméras. Lui, Armel de Puncondongo, c'est chaud ce soir. On va en Guinée. Bonsoir Rosalie, la falaise est l'endroit prévu pour les sacrifices humains au bénéfice des élections présidentielles. C'est la participation de la région. C'est Achille qui nous écrit depuis Malabo ce soir. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Tout ce bavardage ne sert à rien. Des critiques sont nombreuses, mais nous oublions que pour moi, c'est le début de l'accomplissement des prophéties bibliques. Le RDPC porte seulement la malchance. Bientôt, le président Paul Biya va créer un ministère des critiques et ces gens y seront nommés. C'est pas un fauna depuis un Konsamba. Bonsoir Rosalie et les invités, je suis petit-fils d'un Bombok et mon grand-père me fit savoir un jour que le mois de novembre est un mois de sacrifice. Les marchés ont commencé à brûler à partir du mois de novembre, cela va continuer, rien de surprenant au Cameroun. C'est Bic depuis Sac-Bayémé qui nous écrit ce soir. Ok, donc novembre, c'est le mois des sacrifices. Bonsoir la belle Rosalie, bonsoir le panel. Ah, qui est vraiment les Camerounais travaillent chez eux comme s'ils sont en mission sans précision. La deuxième cause, nous sommes dans un pays où les sectes sont au trône. Trop d'églises, les pratiques de tout genre, les crimes, les accidents, les bandes de sang, le Cameroun a tourné le dos à Dieu. Il faut beaucoup de prières. Alex depuis Monti. Bonsoir à vous, Madame Rosalie. Juste pour demander à Monsieur Nyek-Nyek qu'il est LG de l'UPC. Martin Eyon depuis Ezeka. On n'a pas beaucoup de temps à perdre dans cette émission, dans des débats et des questions qui sont nos 16. Il est le secrétaire général de l'UPC. Il n'y a qu'un seul parti qu'on appelle l'UPC. Il n'y a pas l'UPC de quelqu'un. D'accord? Il faudrait qu'on arrête un peu ce genre de débat. À un moment donné, on évolue. Bonsoir à vous en studio, belle émission depuis toujours. J'ai fui le travail pour pouvoir être à la maison à 17h pour voir votre émission. Demain, je vais recevoir ma demande d'explication. Merci au monsieur qui a parlé de sécuriser l'endroit du drame. Monsieur Bidima, comment tu peux prendre 2000 de fois de taxi pour venir raconter des trucs comme ça sur le plateau? Sois sérieux, grand frère. Wilfried qui nous écrit depuis Sam. Est-ce que Bidima a besoin de 2000 de transport? Non, c'est lui qui donne les 2000. C'est lui qui donne les 2000. Bonsoir le panel et merci aux membres du RDPC qui trouvent toujours un moyen de justifier l'injustifiable. Un jour, chacun devra répondre de ses actes. C'est Ekon depuis Douala. Vous êtes nombreux, hein, mais je ne peux pas prendre tout le monde, donc sorry. Bonsoir Madame Rosalie, j'attire votre attention sur l'axe dispensaire Messassi au Lembe. Il faut faire très attention sur ce talus aussi de ce côté-là, merci. Bonsoir Maman Rosalie, encore des morts. Il y a 2 heures à Edea. Je suis papa à Tangana. C'était un fake du côté d'Edea. C'est une vieille image. C'est une vieille image, hein? C'est pas une information vraie, donc j'en profite également pour vous le dire, pour ceux qui ont cru en cette information. Donc il n'y a pas eu de mort à Edea aujourd'hui. Du moins aujourd'hui. Du moins aujourd'hui. Bonsoir à tout le panel, rien ne marche au Cameroun, c'est terrible. Un bonsoir très particulier à mon secrétaire général, c'est Léo Tunan depuis Macaque, qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, ma soeur, pardon, dis à monsieur Bidima qu'il donne l'argent aux retraités avant la présidentielle. C'est Oona qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, ce que le monsieur dénonce, c'est que je subis aussi escroquerie aggravée avec ces sociétés de téléphonie. Bonsoir Madame Rosalie, on vous attend bien
Mais il a été pénible de suivre votre invité Soulé qui sorte sa voix, plus distinctement. Ils ont envie d'entendre ta voix. Alors, sors-la nous, mon chéri Soulé. Oui, ça arrive. Soulé a dit qu'il était très touché avec ce qui s'est passé à la falaise. Bonsoir à vous tous. En dehors des phénomènes naturels, il faut repenser le Cameroun. Bonsoir la charmante Rosalie et à tout ton panel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que le RDPC fête son 6 novembre, même comme il veut amener tous les Camerounais à cette fête, il se passe toujours un phénomène bizarre. Soit à la veille, soit le jour en question. Après 42 ans de règne, le bilan est catastrophique sur le plan économique, infrastructure routière, ferroviaire, aucune innovation culturelle, aucune salle de spectacle. Voilà Camerco qui ne ressemble à rien aujourd'hui après 42 ans. Pas de route, pas d'eau potable, pas d'électricité, la poubelle dans toutes les zones urbaines. J'en passe. C'est Raoul depuis Yaoundé. Ateba depuis Nkwaban réagit également. Bonsoir Rosalie. Est-ce que Bidima a vu le roi et le premier ministre en Espagne faire face au peuple suite à une catastrophe? Voilà un exemple donc à suivre. Que de citer simplement la catastrophe. Achille Tamba nous écrit également. Bonsoir à vous. Ah d'accord, il est juste venu reconnaître son message, pardon pour les autres, hein, on va avancer. Allah dit pas de la protection civile, la caravane qui est allée aux inondations à l'extrême nord n'est pas encore de retour pour la falaise de Tchad. Bonsoir Rosalie, primo, la catastrophe a eu lieu à Sanchou. Bon, nous on appelle ça ici que la falaise de Tchad, papa. Aussi, ce coin est querellé entre les Mbo et les Bamileke avec des affrontements de temps en temps. Le chef supérieur de Sanchou s'appelle Sa Majesté Mila Asouté. Sur cette catastrophe proprement dite, il faut savoir qu'un éboulement a des signes annonciateurs. Sur ce site, depuis des années, il y a des chutes de pierres et de terre. Mais le gouvernement ne fait rien. Les études ont été faites là-bas. Qu'a-t-on fait jusqu'ici? C'est Paolo qui pose la question. Dites au monsieur en tenue du RDPC que nous parlons des concitoyens qui sont morts. Alors je crois qu'il faut du respect envers ces personnes. Bonsoir au panel. C'est Victoire qui nous écrit. Je vais sauver cela. Nous, on prend une légère transition et puis on s'intéresse au bilan des 42 ans du renouveau. C'était juste 2 jours après la démission du président Ahidjo, qui fut le premier président du Cameroun. Et bien entendu, le président Paul Biya en est le deuxième. Donc 42 ans après, on a envie de se demander, je permets à chacun de prendre le bout qui s'y est le mieux, parce que j'ai un peu listé politique, économique, social. Si je décide de choisir à chaque étape, on va y passer la nuit. Donc je suppose que chacun a les points saillants qui l'interpellent un peu plus que d'autres, et peut-être en complément des uns et des autres. On aura l'occasion, dans le timing qui nous reste à environ 1 heure, de pouvoir faire le tour de ce sujet. Alors, El Hadj Mariga Ibrahim, s'il fallait regarder le renouveau 42 ans après, qu'est-ce que vous voyez? C'est difficile, parce que là... On est tous appelés à se coller à cet exercice ce 6 soir. novembre 82, pour l'histoire, pour les enfants peut-être qui nous écoutent, nous commençons d'abord sur 20h du 4 novembre. Le discours d'Ahidjo qui a fait paniquer le pays. Je me souviens, j'étais à Ngaoundéré à l'époque. 2 jours après, la rencontre Biya à l'Assemblée pour la prestation du serment. Nous nous souvenons tous du discours du président Paul Biya, où il était fier de travailler avec un homme, Amadou Ahidjo. Quand vous voyez le parcours du 6 à nos jours, vous comprenez que le Cameroun a traversé toute une période, c'est toute une vie, 42 ans. Les enfants qui sont nés en 82 aujourd'hui sont des grands-parents. Les enfants que le président Paul Biya a fait au palais sont déjà, n'est-ce pas, des parents. Et c'est normal dans un pays où on parle de la démocratie telle que voulue. On est d'accord. Parce qu'on dit ceux qui ont pensé fonder la démocratie sont partis du fait que le pouvoir est dangereux. Donc on ne laisse pas le pouvoir à un seul homme ou à un groupe de personnes. On laisse le pouvoir entre les mains du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, 42 ans après, on peut s'enorgueillir et dire que le Cameroun a un peuple debout qui contrôle, n'est-ce pas, la vie politique de son pays, qui contrôle. Vous avez parlé de l'économie, le social.
Est-ce qu'aujourd'hui, un Camerounais peut en être fier 42 ans après, quand nous voyons tout ce qui se passe? Certes, il y a eu, parce que c'est facile, les camarades du parti aiment toujours parler de la crise. Il y a eu beaucoup d'événements comme ça qui sont venus, n'est-ce pas, dévoyer, n'est-ce pas, l'ambition du président Paul Biya quand il est arrivé. Mais cette situation a été causée, je dis, là je parle de la politique, a été créée par le président Paul Biya quelques temps juste après la prise du pouvoir. Quand je parlais de restituer l'histoire pour la compréhension des enfants, on sait que pour un simple problème protocolaire, les turiféraires autour du président Paul Biya ont créé une situation entre lui et son prédécesseur. C'est lui-là qui a fabriqué le président Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui mangent autour du président Paul Biya, ils disent toujours quoi? Nous sommes la créature du président Paul Biya. Je l'ai dit lors mon dernier passage ici. Paul Biya est la créature de qui? C'est Ahidjo qui fabrique Paul Biya de toutes pièces. Il a soutenu jusqu'à la dernière minute qu'il laisse le pouvoir à Paul Biya. Tout autour d'Ahidjo, tout le monde a dit non, pas ce garçon. Quelques temps après, le président Paul Biya envoie l'avion pour prendre Ahidjo. Il a demandé à Ahidjo de sortir du Cameroun, aller se reposer. Voilà où la crise, où le pouvoir de Paul Biya commence à avoir des plombs. Parce qu'on a créé une situation de crise. Le retour des deux pilotes, Ibrahim et je crois Salatou, on les a interpellés. Il fallait, n'est-ce pas, défaire le gouvernement pour évacuer toute personne qui avait travaillé avec un militaire, ministre et tout. D'où le coup d'État de 84. Que j'accuse toujours, c'est ça qui vient plomber tout le président Paul Biya. Après le coup d'État, ce même qui refait l'armée. Et on sait la mission de l'armée, c'est la protection de l'homme. Quand vous voyez aujourd'hui le budget qu'on met au niveau de la garde présidentielle, c'est comme si nous sommes dans un pays de guerre. Le président Paul Biya n'a pas pris le Cameroun en guerre. Quand on dit, n'est-ce pas, la paix, parce que les gens, je dis, il y a trop de mensonges insidieusement comme ça, on jette sur la population naïve, vite dit, les gens racontent des choses. Le président Paul Biya a pris un pays en paix, une économie qui était vraiment prospère, quel que soit ce qu'on peut dire. Donc, quand vous voyez la marche du 82 à aujourd'hui, beaucoup de mauvaises choses ont été faites. Je ne dirais pas que rien n'a été fait. Il y a eu, mais parmi ces choses-là qu'on pense dire que le président Paul Biya, sur le plan de l'infrastructure autre, je vous assure, là je parle un tout petit peu de l'économie, je vous assure, vous allez prouver que c'est des choses tellement, si c'est le coût n'est pas bien, n'est pas tellement fort par rapport à, c'est pas moi qui le dis, la Banque mondiale, tous les partenaires internationaux, les financiers du Cameroun disent, le coût et la qualité même, mais la qualité même des infrastructures qu'on nous livre. Moi j'ai eu la chance de travailler dans deux grands bâtiments, l'ancien bâtiment du ministère des Finances aujourd'hui. Depuis des dates, même les portes n'ont jamais été changées. Mais vous voyez, tous les infrastructures qu'on fait, c'est comme si c'est des étrangers qui travaillent chez nous. Si le coût n'est pas tellement fort. Donc, côté social, tout à l'heure nous parlons de quelque chose. Je vous assure, quel est le Camerounais qui vous dira qu'il se sent fier d'être Camerounais quand vous voyez le nombre de la jeunesse camerounaise qui fuit le pays? C'est pour ça qu'eux-mêmes utilisent le mot de la résilience. La résilience. Parce qu'ils savent que le Cameroun souffre. Lui-même nous a dit, tant qu'un Camerounais sera affamé, sa tâche ne sera pas finie. C'est pour ça qu'il est là jusqu'à 40. Donc il y a des choses à faire, n'est-ce pas? Je me dis qu'il y a des choses à faire. Mais en ce moment, le président Paul Biya est fatigué. Soyons honnêtes. C'est pour ça que je rappelle, n'est-ce pas, la conscience de ceux-là, de ce criminel qui a. Parce que toute personne qui demande au président Paul Biya d'être encore candidat du RDPC, c'est un criminel. Vraiment, c'est un homme qui n'a pas de sens. Moi, je le dis. Le mot n'est pas fort. Parce que moi, je ne peux pas avoir mon père en 92 ans. Nous avons vu Paul Biya sortir 82 de l'Assemblée. La marche, même son protocole avait de la peine à le suivre. Aujourd'hui, l'homme a de la peine à se retourner même selon. Et jusque-là, vous demandez. Dans notre parti, là, et voilà, vous devez chuter. Vous êtes même. Je vais chuter, n'est-ce pas, en vous disant quelque chose. On dit les grands hommes, les grands leaders, c'est ceux qui savent fabriquer d'autres leaders, pas des suiveurs. Le président Paul Biya n'a que fabriquer des suiveurs dans le RDPC. Citez-moi le nom d'une seule personne qui peut soulever sa main et dire, moi, si je peux être candidat, je peux espérer, n'est-ce pas,
gouverner le Cameroun demain. Ou autour du président Biya, présenter ma dossier en 42 ans. Ahidjo nous a prouvé, nous a montré un homme, Biya. C'est le président Paul Biya, dans ce monde, il n'y a pas un homme qui a reçu le pouvoir sur un plateau d'eau. Sur un plateau d'or, je vous l'ai dit, comme le président Paul Biya. Souvenez-vous, Ahidjo fait le tour de cette région, mais province à l'époque, pour appeler à soutenir cet homme. Soutenez cet homme. Il rentre et demande au président de faire la même chose. On dit qu'il allait prendre d'autres sorcelleries ou quoi. On lui attribuait tout. Des prières. On est d'accord. Donc le président avait tout pour reçu. Il a reçu un palais flambant neuf. Il n'avait même pas fait un an là-bas. Avec 2 avions longs et court portés. Un hélico. Un parking garni. Aujourd'hui, le président Paul se déplace en taxi, avion. Il y a autant de choses dans ce pays. Vous avez dit, le temps d'une émission ne nous permet pas de déployer. C'est pourquoi cet état-là, c'est toute une semaine. Hein? Donc moi, on continuera d'en parler demain. On n'est pas prêt de terminer. Même si, au bout de la semaine, on n'aura pas fini. Hein? C'est l'essentiel, c'est de soulever les points saillants. À votre avis, votre regard de ces 42 ans de magistère. Vous savez, quand vous parlez de 42 ans, j'étais né. J'avais quelques années seulement. Et je constituais ce qu'on appelait la jeunesse du président. Quand on fait le calcul, ceux qui avaient 10 ans ont aujourd'hui 52 ans. Ceux qui avaient 15 ont aujourd'hui. Ça veut dire que la jeunesse du président, si vous la prenez jusqu'à ceux qui avaient 20 ans, ils ont aujourd'hui 62 ans. Ils sont toujours la jeunesse du président. Malheureusement, quel immense gâchis. Quel immense gâchis, parce que, comme il vient de le dire, le président Ahidjo a préparé Paul Biya. On lui a tout dit sur Paul Biya. Mais Paul Biya était comme ce qu'on appelle le bébé éléphant qui naît avec ses chaussures. Quand il revient en 62-63, son destin est tracé. La preuve, c'est que dès l'âge de 9 ans, il entre dans l'administration au sommet, n'est-ce pas? Parce qu'il est chargé de mission. Plus tard, il est directeur du cabinet d'Ekimouan. Il va aller. Quand il est trentenaire, il a déjà tout fait. Il est même presque ministre d'État, secrétaire général. Je vous mets au défi de me citer un seul jeune qui a 29 ans ou 30, qui est ministre. Je ne suis pas sûr même 45, que vous allez en trouver. C'est déjà un problème. Et l'autre problème, c'est que les gens ne savent pas que le président Biya, j'ai entendu quelques esprits naïfs et candides dire que le président Biya ne voulait pas le pouvoir et qu'il était parmi les premiers à aller se mettre à genoux devant Biya pour dire ouais, papa ne perd pas. Cela oublie qu'en 1979, lorsque on fait une révision constitutionnelle, le président Paul Biya est Premier ministre. Parmi les gens qui dirigent les travaux, il y a Feu Aïssi Bondo. Le président Biya l'appelle 5 fois. Est-ce qu'on a touché la disposition qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel? Il a dit 5 fois. Il dit non, on n'a pas touché. Ça veut dire que M. Biya, maintenant ce qu'on a fabriqué, l'histoire nous dira si effectivement le président Ahidjo avait participé au complot. Ce qu'on retient, c'est que quand il était vexé, un Français lui a tendu le téléphone, le micro, pour dire que voilà, il y a des ordres, il y a coup d'État, machin. Il a dit, si ce sont les miens, ils vaincront. Mais ça ne veut pas dire qu'il était là. Maintenant, aujourd'hui, Rosalie, il vient aussi de le dire, dans ce pays, aucun secteur d'activité ne marche. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas en mesure de vous épanouir. Parce que l'État a gardé le levier central. Comme il a gardé par rapport à la décentralisation. On a vanté la décentralisation, qu'elle pouvait changer des choses. Voilà un ancien maire.
qu'est-ce qui part? On a le sentiment qu'il y a encore un guichet unique, une trésorerie centrale. Pas l'impression. Qui fait en sorte que tout ce que vous faites, rien ne marche. Quel est ce pays où des DG, les ministres restent 20 ans? Et vous voulez faire la promotion de la jeunesse? Non. C'est pour ça que cette jeunesse-là préfère s'évader. Cette jeunesse-là, je vous dis, et j'ai l'habitude de le dire, en 1980, quand je passais mon CEPE, on nous avait demandé de citer 3 ou 4 ministres de notre choix. Il y avait cité Dorothée Ndiema, Adolphe Moudiki, j'avais cité Niat. Ils sont toujours là. Ils émargent dans le budget de l'État. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le renouveau a réussi à créer. C'est des nés retraités. Ils ont eu des bourses, ils sont allés étudier, ils sont revenus, on les a introduits dans l'administration, ils gagnent l'argent. Mais le reste, vous avez entendu de retrousser les manches, faire tout ça. Aujourd'hui, la jeunesse du président est née retraitée. Certains, ils sont allés faire ils ont fait des cours, des classes et tout. Mais ils sont retraités avant d'avoir travaillé. Et voilà au marché central et partout. Nantis bardés de diplômes. Voilà quelque chose. Mais, et puis si au moins ce que le président utilise travailler, le renouveau a plutôt engendré des dragons. Les dragons aujourd'hui qui menacent de détruire le président. Vous voyez comment ils sont hypocrites. La duplicité de caractère, le double langage. Vous les avez vus pour une fois mobilisés quand on a dit que le président était mort. Tout dernièrement. Ouais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Parmi eux, il y en a qui piaffent d'impatience. Ah oui. Qui veulent prendre la place du chef. Ils trompent le président parce que le président est comme notre grand-père. Quand il a atteint un certain âge, on le flatte et il accède à tout. Voilà un pays comme le Cameroun qui a 5% seulement de routes en bon état. 5%. Le Cameroun est l'un des rares pays où les routes coûtent trop cher, la construction de ces routes met très long, et la dégradation se fait très rapidement et le plus vite possible. C'est quoi cette histoire? Mais regardez, je vais prendre le secteur du bois. Comment vous expliquez cette exportation c'est sauvage? Le Gabon a interdit l'exportation de son bois. Le Cameroun a repoussé en 2027. Pour quelle raison? Personne ne peut vous le dire. Simplement parce que il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelle le mapatisme. Quand mon très cher ami maire parlait de l'inconscience et l'incompétence, ce n'est pas en tant que telle l'incompétence et l'inconscience, mais c'est parce que, comme vous l'avez dit, ceux qui ont fait des études et qui pensaient qu'il fallait sécuriser la zone, on leur a demandé ce que nous avons retenu de feu professeur Mounondjana, le mapartisme. Quelle est ma part? Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose tant qu'ils n'ont pas le profit, tant qu'ils n'ont pas d'intérêt. Vous comprenez que c'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué que quand moi je regarde ce Cameroun, je me dis mais pourquoi ils font ça au président Biya? Pourquoi ils font ça au président Biya qui leur a tout donné? Le président Biya qui réussit à les garder aux affaires. Et pourquoi ils font ça? Vous savez, permettez-moi de faire une digression dans ce que le ministre Mbangangele a dit. Les gens ont seulement retenu le fait qu'il a connu dur sur l'aspect des routes.
Mais il y a une phrase que je retiens. Il dit, quand le président de la République fait un remaniement, 2 jours après, il fait un conseil des ministres. Ok. Mais sauf que, lorsqu'il a fait un conseil des ministres, après il y a quoi? Quels sont les éléments de contrôle? Si on subodore que le premier conseil, le conseil qui a suivi le remaniement du 4 janvier 2019, a été fait il y a 2 jours après. Mais jusqu'en 2024, il n'y a pas eu de conseil des ministres. Comment on évalue les actions? Alors, M. Mangangele qui dit que le président fixe le tempo, comment on évalue? Et nous sommes dans une république où les gens sont de plus en plus indisciplinés. Certains ministres et même DG tout puissants manquent du respect au Premier ministre. Déjà, le président de la République en a fait un chef du gouvernement et non un chef de l'exécutif. Parce qu'il était au moins chef de l'exécutif, il y a des choses qu'il pourrait régler. Mais chef du gouvernement, on le traite comme le premier des ministres. Et du coup, on s'en fout, il reste là à aller dans les comment vous appelez, les levées de corps, ou bien présider les chrysanthèmes et tout. Donc nous avons un premier ministre complètement absent. Et je me souviens encore du professeur Luc Sunjum qui écrivait « L'État ailleurs ». Et aujourd'hui, l'État est ailleurs. Où est-il? On ne le voit pas. Du coup, nous avons un problème. D'accord. Le président Biya, c'est un vénard. Son pouvoir est venu de Dieu. Je suis de ceux qui pensent que il peut même être candidat en 2032. Il aura 99 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que 2025... Il n'aura que 90. Oui, puisque 2025 est plié, comme vient de nous dire Lucien Bidima. Donc, on lui donne les 7 ans de 2022, il n'aura que 99 ans. En 2032, il peut. Parce que depuis un moment, il règne, mais ne gouverne pas. Mais de grâce, ceux qui doivent l'accompagner, n'est-ce pas, il faut bien qu'ils se soucient des Camerounais. Parce qu'ils rendront compte. Ils leur rendront compte. Parce qu'on leur posera un jour la question. Qu'avez-vous fait de ce pays? Sauf à penser que ils vont fuir le Cameroun. Pourquoi devraient-ils fuir le Cameroun? Mais parce qu'ils se sont... Aujourd'hui, ils ont fait disparaître l'argent. Il y en a qui ont enterré l'argent dans les valises, qui creusent, n'est-ce pas, des caveaux. Ils enterrent l'argent chez eux parce qu'ils estiment qu'à tout moment, ça peut ramer. N'est-ce pas? Et s'ils en rament, il faut bien qu'ils aient la ressource. Il faut être prêt. Mais sinon, comment vous expliquez que l'argent soit si rare dans ce pays? Comment vous l'expliquez? Donc il y a un problème de fond, Rosalie. Il y a un problème de fond. Si le président de la République veut continuer à garder la magistrature suprême, parce que je sais qu'il ne peut pas être battu. Tant qu'il se présente. Et dans le contexte actuel, ceux qui pourraient battre le président de la République sont dans son propre camp. Et ils sont peut-être les militaires RDPC de la 25e heure, mais ils sont du RDPC. Et, n'est-ce pas, il y a une disposition qui dit qu'il n'y a que le président national pour être candidat. Finalement et fatalement, ils sont obligés, n'est-ce pas, de subir tout cela. Ils sont obligés de subir tout cela parce qu'ils ne peuvent pas. Vous avez vu aujourd'hui même les maires. Les maires souffrent en silence et meurent la mort du serpent. Aucun maire RDPC aujourd'hui ne peut revendiquer. Ou alors ils ont de la peine à revendiquer. C'est ce que j'avais dit. Moi, j'en ai eu sur mes plateaux qui ont revendiqué. Donc, oui, mais ils revendiquent comment? Dès qu'on siffle la discipline du parti, ils rentrent sous la table. Parce que si les maires RDPC, autant que les parlementaires RDPC, Dieu se le sait, qui sont nombreux, hasardaient, n'est-ce pas, à contester tout au moins
à revendiquer ce qui doit leur revenir de droit pour développer Le Cameroun. le Cameroun et par voie de conséquence leur mairie, on n'en serait pas là. D'accord? Ouais. Mais sauf que ils ne peuvent pas. Et du coup, vous êtes aujourd'hui en 2024, aucun maire ne peut avoir les ressources nécessaires pour construire une route. Une bonne route bitumée. Aucun maire. Il va trouver l'argent. Regardez maintenant, vous avez, je chute par là. Regardez ce qui se passe à Yaoundé. Vous avez 7 maires et le supra-maire. Quand vous voyez la bataille que mène le super-maire sur les 7 maires, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'élément visible, c'est quoi? C'est une voirie urbaine complètement déchiquetée, une voirie urbaine délabrée avec des poubelles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui des lieux d'indication des sites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand au lieu de dire je vais à Biémassi, vous dites je vais au carrefour poubelle de tel ou tel endroit et le taximan vous y amène le plus rapidement possible parce que c'est lui-même qui connaît la poubelle là. Ouais. Sylvestre. Madame Gessele, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous vous trompez lorsque vous pensez que pour faire le bilan de Paul Biya, il faut même 2 heures. En fait, on dit la même chose, on va dire la même chose. Il ne faut même pas 2 heures. Il suffit de l'écouter lui-même, d'écouter le président de l'Assemblée nationale, et vous avez le bilan. Eux-mêmes. Faites-nous le résumé. Le résumé, mais je commence par l'historique, parce qu'en réalité, l'historique nous amène à ce qui est passé. L'historique, je le fais pour les plus jeunes que nous. Ceux qui pensent que c'est Ahidjo qui aurait créé Paul Biya se trompent énormément. Exact. Il faut aller lire François Senghor pour comprendre que Ahidjo est la créature de Lupo Lojula. Tout comme Paul Biya. Il faut le savoir, tout comme Paul Biya. Les deux ont été créés par la même personne. Et c'est pour ça que lorsque Paul Biya arrive en 62, si vous lisez François Senghor, il vous dit, à peine je l'annonce au président Ahidjo qu'on se bouscule à la porte. Le président Ahidjo savait que Biya est venu pour être président de la République. Exact. Il le savait. Et si vous le lisez encore, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Le président Paul Biya bénéficié d'un décret de nommement préfet à l'Ouest, qui a été rapporté à 20h. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau télé, mais le président Biya sait bien, il savait où il était et ce qu'il était venu faire. Ahidjo a tellement résisté qu'il a tenu pendant 20 ans. Et c'est pour ça qu'il a compris. Il a compris mieux que tout le monde qu'en réalité, c'est lui qui devait lui succéder et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il était venu pour ça. Il faut le comprendre. Donc, Biya était un homme préparé pour venir prendre le pouvoir. C'est pour ça que nous autres, on lui trouve très peu d'excuses. Ce n'est pas un homme qui vient du quartier. Il est préparé depuis la France pour venir remplacer Ahidjo. Et il le sait. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Maintenant, Ahidjo l'a moulé. Parce qu'effectivement, Ahidjo était très dur à vivre. C'était un patriote à sa façon, avec qui il fallait travailler jour et nuit. Parce qu'en fait, il vous usait. Moi, je me rappelle, j'ai un parent qui était, non, 2 d'ailleurs, j'ai un parent qui était ministre, qui me disait, lorsqu'Ahidjo t'appelait le matin au téléphone, tu enlevais le chapeau. Il t'appelle, il t'a au palais, toi tu es dans ton domicile, tu enlèves le chapeau. Et il savait vous surprendre le matin pour dire à ton épouse, est-ce que le ministre est là? Vous dites oui, monsieur le ministre, mais j'attends le dossier depuis. Alors là, tout le monde se mettait au travail. Ça, c'est de Ahidjo. Le président Biya a effectivement copié ce côté. La deuxième chose, Ahidjo, si vous lisez ceux qui ont vécu avec lui, il fumait énormément et buvait. Pourquoi buvait-il? Pourquoi fumait-il? Ce qui est vrai, c'est qu'il fumait et buvait. Le président avait aussi son défaut que je ne donnerai pas ici. Que tout le monde a fait. Pourquoi? Les femmes. Pourquoi? Il était très beau. Oui, ça Il faut le dire clairement, il était très beau. J'étais à ses pieds. Et c'était un grand sportif. Ouais. Vous comprenez? Voilà l'histoire de l'homme. C'est-à-dire, en fait, le président Ahidjo sait bien que voici mon successeur. Et Biya sait. Parce que la patience de Biya ressemble à la patience de Jésus-Christ. C'est parce que lui sait que même s'il meurt, il vivra. Qu'il peut se soumettre à tout.
Vous qui ne savez pas qu'en mourant, vous allez fuir la mort. Le président Biya savait pertinemment qu'il serait président et qu'il fallait juste être patient et apprendre à côté d'un homme qui était aussi très fort. Ça, c'est le côté personnel. Maintenant, le côté administratif et institutionnel, reconnaissant qu'Aïdji est dans un contexte particulier. La France l'accompagne pour mater tous les nationalistes, UPCistes ou non. Il faut le dire clairement. Hein. Donc, il faut analyser quelqu'un, comprendre quelqu'un dans son contexte également. Et c'était donc facile de l'emplacer sur le plan des lois. Il suffisait d'abroger les lois liberticides pour paraître comme nouveau. Mais pourtant, qui mettait ces lois liberticides en œuvre? C'était le président de la République actuelle. C'était lui. Du moins tout son gouvernement. Mais il avait la chance d'en avoir travaillé qu'au niveau très élevé de l'État. Il n'a pas occupé de petites fonctions. Donc lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est un homme préparé sur tous les plans. Y compris sur le plan d'aller dire, je vais trouver un cinéma mystique. Sur le plan spirituel. Il est préparé. Et c'est pour ça que il tient. Contrairement à ce que les gens pensent. Moi, je peux citer un de mes oncles qui est décédé aujourd'hui. Et qui dit Joseph, qui était ministre au cabinet civil. Qui, à l'époque, était président du conseil d'administration de la Sonel. Il nous en parlait souvent comme quelqu'un de très modeste. Qui ne supporte pas d'être trompé. Et là, je vais citer le ministre Kodok. Lorsque Kodok est envoyé en France pour créer la Camer, parce qu'on sort de Air Afrique. Face aux Français, les Français qui devaient créer Jules avait 9 ans à l'époque, les Français trouvent qu'il est fougueux. Ils le disent à Aïdji, le rappelle. Vous savez, lorsque Aïdji vous rappelait, c'était comme si on voulait vous tuer. Et Cotonou dira, lorsque Aïdji a reçu le mail, qu'est-ce qui se passe? Il lui a expliqué, il a renvoyé la même personne aux Français. Comme pour leur dire que c'est lui, c'est avec lui que vous allez faire. Maintenant, arrive le président Biya en 82. Déjà, lui, il le sait. Ce que Soulevou dit est tellement vrai. Il se rassure chaque jour qu'il est toujours celui qui va succéder au président de la République. Il se rassure. Parce qu'il le sait. Lorsqu'arrive le 6 novembre, le président, ce qu'on dit, c'est qu'il discute presque toute la nuit entre le 4 et le 5. D'abord le 3, et entre le 4 et le 5. Il règle ce nombre de problèmes. Malheureusement, il n'a pas trop changé. Ces silences veulent à la fois dire oui et non. Ou non. D'où le problème du protocole, parce qu'en fait, Aïdji lui pose pas une demande. Il lui parle en disant que pendant un certain temps, le parti va être au-dessus, le président du parti va être au-dessus du chef de l'État. Le président Biya ne répond pas. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. C'est ça le problème. C'est ça l'homme. Et ceux qui parlent de ces silences trop parlants n'ont pas tort. Et ce conflit va amener quelque chose de très grave, l'éloignement entre les deux personnalités. Avant le coup d'État. Parce qu'un jour on parlera du coup d'État. Je rappelle que pour la gouverne des uns et des autres, de 82 à 84, le président Biya maintient pratiquement tout l'armada sécuritaire, le même à la garde républicaine. Alors la bonne question c'est que, entre ceux qui avaient le pouvoir à la garde républicaine et ceux qui ne l'avaient pas, qui avait intérêt à faire le coup d'État et pourquoi? La réponse est dans le comment après. Après 84, comment devient le président de la République Paul Biya? Il se renferme parce que tout le monde a sa place. Lorsque vous êtes en attente à votre vie, mais à moins que vous soyez Jésus qui savait d'avance que même s'il meurt, il vivra. Mais nous autres qui sommes des êtres humains normaux et donc mortels, vous commencez à prendre du recul. Et ce recul l'a amené en multipliant son caractère par 10, le silence. Et du coup, il se retrouve dans une histoire où il se dit, bon, quant à faire, le rôle que j'ai, c'est rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et là, c'est une réussite extraordinaire. Parce que quand on fait son bilan, la réussite au pouvoir se mérite. Il a tout fait pour rester au pouvoir. Mais en faisant quoi? Au lieu de reprendre les gens tous les jours, il les a laissés faire et a fait entendre chacun à garder au congélateur. Ça a permis de tenir tout. C'est pour ça que si vous demandez aux gars du RDPC, vous avez qui d'autre?
Même ceux qui sont, ils veulent que ce soit eux-mêmes, ne peuvent pas dire moi. Parce qu'ils savent que leurs dossiers sont dans le congélateur du président de la République. C'est son mode de gouvernance. Ça, il est trop fort pour ça. Ah oui. C'est une réussite. Rassurez-vous. Il n'y a pas un fonctionnaire de ce niveau-là qui ne soit pas tenu. Parce que le président Biya, dans ses allures de quelqu'un de timide, de laxiste, pose des actes. Lorsque vous dépassez un certain niveau, il vous vire à l'instant. Vous prenez l'exemple, hein, Oulé. Lorsque le général Ngambou a tenu un certain langage avec un certain vocabulaire, on n'a pas attendu un mois. Il est parti. Parce qu'en fait, il a fait comme s'il pouvait faire quelque chose avec le pouvoir. Lorsque l'ancien directeur de cabinet civil a donné l'impression qu'il pouvait s'imposer au président de la République, on l'a viré. Mais avant de le virer, le président s'est torturé les gens. En réalité, il te torture. Lorsque les marafs ont cru qu'il tenait le président, ils ont récolté. Lorsque ces propres créatures ont cru qu'il le tenait, tout le monde a vu. Donc il est un homme qui a été formé à l'école du pouvoir. Il faut le savoir. Donc, si je comprends bien les premières réactions sur ce plateau, le bilan du président Paul Biya, c'est d'avoir maîtrisé son fauteuil. Absolument, il faut le dire. Donc, tout le reste, même si ça ne marche pas, c'est pas grave. Maintenant, j'en viens au bribe que vous dites, il faut simplement l'écouter. Dans son système politique, il a quand même permis qu'on parle aujourd'hui sur les télévisions. Il faut le lui reconnaître. Peut-être que l'environnement s'y prêtait, peut-être que... Mais le président n'a pas prévu le multipartisme en réalité. Si vous lisez bien l'université communautaire qui a été créée par certains UPCistes, parce qu'il faut également le dire, 2 partis ont été créés par des UPCistes, du moins ils en ont pris part. Le SDF, je cite les noms qui sont suivants. C'est Mourad Dona qui ramène le projet de création, bon, je finis par là, du SDF, qui le remet à la fin à Kérimuna. Vous comprenez? Le deuxième parti, c'est le RDPC. Les UPCistes de l'intérieur, parce que bien en a encore jusqu'aujourd'hui, peut-être sont pas, mais ils sont des UPCistes. C'est eux qui pensent qu'il faut créer un grand parti de rassemblement. Parce qu'ils avaient créé l'UNC en forçant les gens à y adhérer. C'était son époque. Malheureusement, le ministre bien est surpris. Et je finis en vous disant sur le plan économique, il suffit de comprendre que l'économie commence par l'état de droit. Lorsque vous avez le premier vase qui communique avec les autres, qui ne marche pas, qui est bouché, est-ce qu'on peut véritablement parler de l'état de droit au Cameroun? C'est très difficile. Lorsqu'il n'y a pas l'état de droit, ça vous éloigne des investissements et autres. Maintenant, je finis en vous disant que le Cameroun est devenu plus riche avant, mais les infrastructures, parce qu'en 82, ce que je ne vous dis pas, c'est que le budget du Cameroun était de l'ordre de un peu plus de 520 milliards. Non, 480. 480 en 82. Aujourd'hui, on a 6500. Mais lorsque vous regardez dans le contexte, on a créé plus de richesses aujourd'hui, mais on est plus pauvre, pas qu'on semble. L'INSD, qui a 10 000 Camerounais sur les 30 qui vivent sous le seuil de la pauvreté. D'accord. On se pose des questions et bien répond en disant que nous avons tout, rien ne marche. Kamel Djibril lui dit, la démocratie, on voit un peu. La prospérité, on attend encore. Lucien Bidjima, apparemment la grosse puissance, la grosse victoire de 42 ans de votre champion, j'utilise votre expression, c'est d'avoir eu toutes les stratégies valables et efficaces pour rester à la tête du pays, même si autour, quand j'écoute les réactions des autres, on a l'impression que le Cameroun s'écroule. Et lui, l'imposte? J'ai suivi chacun des intervenants, mais je n'ai pas suivi véritablement ce qu'on reproche au président Paul Biya, à l'homme Paul Biya. Le bilan n'est pas un reproche. Permettez. Je voudrais vous dire, ramener la vie sur le plan purement humain. Rosalie, à chaque fois que vous évoluez dans la vie, il y a les phénomènes positifs, les phénomènes négatifs, les actes positifs, les actes négatifs que vous posez. Et lorsqu'on parle du bilan, il y a toujours le passif et l'actif. Tout le monde ici, oui, tout le monde ici s'attarde à ne parler que des actes négatifs. Mais personne ne s'aventure à parler du peu de ce qui est positif. Et vous avez bien dit, demandez à tout le monde de prendre un bout. Parce que réellement, s'il faut parler du président Paul Biya, c'est 1 an au moins de discussion. Parce que le Cameroun vit, le Cameroun évolue.
Un pays n'est jamais un construit définitif. Un pays est un construit permanent. J'étais content de savoir, avec l'analyse du maire, que le président Paul Biya était un homme préparé pour assumer l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire, positivement, ce n'est pas un aventurier, comme on assiste aujourd'hui tout autour de nous. C'est quelqu'un qui a été préparé pour... Comment est le président? Vous assistez à quoi? Alors, mais le président Paul Biya est un homme qui a fait ses études et qui a connu toutes les classes. C'est l'un des plus vieux fonctionnaires. Mais on oublie toujours de dire que quand on va parler de la gouvernance d'Amadou Ahidjo, on devrait s'interférer ou alors se référer à l'action du président Paul Biya dans cette gouvernance. Parce qu'il a été tout dans cette gouvernance. Ministre d'État, secrétaire général, premier ministre, etc. Donc sur le plan purement stratégique, toutes les bonnes décisions et le Cameroun qui était viable, qu'on peut le dire, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, appartient aussi à l'action positive du Premier ministre Paul Biya, ou du secrétaire général Paul Biya, ou du ministre d'État Paul Biya, qui était à côté du président Ahidjo pour prendre les meilleures mesures qui font fonctionner le pays. Maintenant, après ces mesures, il arrive en 1982, il doit prendre le pouvoir. Moi, je vais prendre un seul bout. C'est le bout de la démocratie. Ce bout de la communication que vous avez. Vous savez pourquoi on a parfois du mal à critiquer totalement l'action du président Ahidjo? On se dit qu'il a été le maître stratégique. Mais cependant, à côté de lui, il y avait le président Paul Biya qui y a participé. Donc quand on prend le bout quand même de la démocratie, il y a eu faiblesse au niveau du président Amadou Ahidjo. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le juger aujourd'hui. Il n'en voulait pas, il avait ses raisons. Sauf qu'à côté, il y avait quelqu'un qui préparait sereinement l'entrée du Cameroun à la véritable démocratie. D'ailleurs, souvenez-vous, depuis 1985, quand le président Paul Biya crée le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelque temps à part, la démocratie s'installe à l'intérieur du RDPC. À ce moment, on ne pouvait pas être... Le président Biya n'a jamais créé le RDPC entre nous. Vraiment. Il est transformé le RDPC. Allons dans la transformation où vous avez lu. On a vu les textes, à chaque fois qu'il y avait une on mettait RDPC. Religieusement. Religieusement. Voilà. Prenons même le fait qu'il a commencé, il était dans l'UNC. Mais dans l'UNC, à l'intérieur de l'UNC, c'était un parti unique. Il n'avait même pas de démocratie à l'intérieur. Tout de l'UNC n'était que nomination. Tout naturellement. On nommait comme on nommait les membres. On fait comment? Mais quand le président Paul Biya transforme ce parti, comme il a transformé le pays, véritablement à l'intérieur du RDPC, il installe la démocratie. Quand on nous parlait de John Fundi aujourd'hui, on oublie que John Fundi était dans le RDPC et qu'il a même été candidat à Mézam pour être président de section et battu. Alors je dis, on commence avec cet exercice à l'intérieur du parti qui va s'exploser en 1990. Et en 1990, le président Paul Biya n'est pas contre un parti que ce soit. C'est un programme qu'il a savamment mis en place et met le Cameroun dans le multipartisme. Et je vous rappelle qu'à cette époque, plusieurs pompes du pouvoir refusent. Donc, paix à son âme, Emma Basile, qui était tout puissant, délégué du gouvernement de Yaoundé. Mais le président Paul Biya surprend tout le monde et dit, vous irez à la concurrence, il installe la démocratie. Moi, je ne parle que ce bout. Prochainement, vous allez m'inviter pour parler. Bien sûr. Non, permettez, comme je n'ai fait que 2 minutes. J'ai fini. Non, vous en avez fait ça. Alors, j'ai dit, Ça ne paraît pas. de ce bout-là, aujourd'hui, qu'est-ce que les Camerounais en tirent? Au Rosalie, nous devons être fiers qu'au bout, autour de cette table, on peut parler du président Biya à longueur de journée. On peut même l'inventer mort. On peut même l'inventer tout ce qu'on peut dire de lui, mais on sortira d'ici tranquillement et rejoindre nos familles, ce qui n'était pas vrai avant lui. Nous pouvons être fiers aujourd'hui de voir combien les saoulés s'expriment dans des médias aussi qui critiquent aussi le gouvernement. On peut être fier de voir Rosalie qui est totalement indépendante pour diriger ses émissions sans être inquiété. Ou de M.
ce Cameroun qui se développe dans le fond de sa pensée. Qui va vers moins $1 par jour. J'ai fini par là. S'il n'y a qu'un bout où le président Paul Biya, on peut dire, comme quelqu'un a demandé, ça marche où? Ça marche sur le plan démocratique avec plus de 300 partis politiques. Est-ce qu'on mange la démocratie? Avec beaucoup de... Est-ce qu'on mange la démocratie? Avec la liberté d'exprimer. Et je ne suis pas mon collègue. On va permettre au professeur. Vous n'êtes pas membre du RDPC. Comment ça? C'est pas vous devez juger. Le RDPC est un parti qui s'exprime. Son chef, le RDPC n'est pas un parti qui se déchire. Mais nous pensons les autres partis de gourous qui ont des gourous à la place de... Le des... RDPC ne se déchire pas. Vous n'êtes pas dans l'option de la discipline de notre parti. Le RDPC se déchire et ça doit on va permettre au professeur qu'il ait aussi son temps. Il faut qu'il ait son temps. Sinon, on a de l'hypocrisie dans le RDPC. Oui, professeur. Nous le savons. Enfin, moi je voudrais prendre ce bilan sur les deux aspects que le président Paul Biya a évoqués lui-même. Il a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui comme l'homme qui aurait apporté au Cameroun la démocratie et la prospérité. Voilà les deux axes que lui-même a tracés. C'est les deux axes que je pourrais peut-être examiner. Alors, sur le plan de la démocratie, on l'a dit avec beaucoup de brio, M. Dima a essayé de montrer comment le président Paul Biya a donné une impulsion différente par rapport à l'expression publique, n'est-ce pas, déjà de la communication et l'expression communicationnelle de ses concitoyens. C'est vrai, et on ne peut pas le nier, avant lui, il n'était pas aisé de s'exprimer librement comme nous le faisons aujourd'hui. C'est à son actif. Bien. Mais lorsqu'on pousse plus loin la démocratie, comment est-ce que nous la comprenons? Un système de pouvoir compétitif, si je peux le résumer comme ça, la compétitif, où des initiatives, toutes sortes d'initiatives peuvent être validées par le suffrage des citoyens. On peut se poser beaucoup de questions à ce niveau. En commençant par le RDPC lui-même, c'est-à-dire l'UNC devenu le RDPC. À l'UNC, c'était le parti unique, il y avait un mode de désignation des membres à l'intérieur, il n'y avait pas de compétition. L'UNC devenu le RDPC a essayé à un moment donné ce qu'ils ont appelé les primaires, c'est-à-dire une sorte de sélection à l'intérieur du parti où on pouvait avoir pour l'élection des maires des candidats des listes concurrentes et on triait. Mais cette initiative a tourné court et on est arrivé à un mode de désignation comme à l'UNC. Et là, je ne sais pas si c'est vraiment l'avancée de la démocratie, si c'est la reculade. Ça, c'est à l'intérieur du parti même du président Paul Biya. Mais maintenant, lorsque vous sortez de ce parti, vous allez vous rendre compte aussi qu'il est difficile au parti dit de l'opposition de s'exprimer librement. Toute manifestation publique des partis de l'opposition est pratiquement interdite. Alors, à ce moment-là, on peut questionner la démocratie. Sommes-nous encore en démocratie? Et je crois que notre démocratie souffre énormément. Parce que les formes d'expression politique ne sont pas seulement le suffrage, ce n'est pas seulement le vote. C'est aussi la possibilité pour les partis politiques de contester sur la place publique sans violence, c'est-à-dire manifestation libre. Je ne suis qu'au premier point. Sauf que ça fait 4 minutes. Non, le chrono, il est tourne plus vite. Non, c'est pas qu'il tourne plus vite. C'est qu'il y en a qui ont un peu parlé plus long, malheureusement. Voilà, malheureusement. Quand vous aurez envie de m'arrêter, vous arrêterez. Bon, donc, je disais donc, quand vous voyez donc avec l'expression des autres partis, elle est très très difficile à voir et on peut donc questionner la démocratie sur ce plan-là. Maintenant, si nous rentrons dans le côté économique, il a dit qu'il voulait la prospérité. J'ai dit, M. Nyeka a cité une voix plus autorisée que la mienne, c'est-à-dire celle du président du Parlement qui a dit que du côté de la prospérité, on attend encore. Et moi, j'étais à la place de l'indépendance.
là où se trouve aujourd'hui la première région de gendarmerie du centre, il y avait une tribune là. Nous étions à cet endroit exactement le jour où Amadou Ahidjo s'en allait, où Paul Biya a prêté serment. Ahidjo, dans son discours, a dit « Voici le Cameroun que je laisse, avec une économie prospère et des finances saines. » Je n'ai pas encore entendu un discours officiel, c'est-à-dire celui prononcé par un ministre, celui prononcé par le président de la République lui-même, celui présenté par un premier ministre ou un membre du Parlement camerounais dénonçant l'état des finances avant 1982. Je n'ai jamais entendu parler de l'état de délabrement de l'économie avant 1982. Mais aujourd'hui, on ne pose, ce n'est même plus un débat, ce n'est plus une question. La misère est rampante. Le milieu rural est tellement appauvri qu'il est appauvri même en ressources humaines. C'est-à-dire que plus personne n'accepte de vivre en milieu rural, qui était un milieu très productif. Et l'indicateur de cet appauvrissement, c'est l'ONCPB. C'est l'ONCPB qui était justement la banque qui collectait pour la péréquation les recettes des produits d'exportation, des produits de base et les dépenses qu'on faisait. C'est-à-dire. Donc à ce moment-là, l'ONCPB qui était dans la meilleure banque qui pouvait équilibrer les finances du Cameroun est tombé dans les années 87, après les années 87 là. Quand son directeur général a l'Oscar du meilleur gestionnaire africain, Mlinghi. Il faut bien savoir que une entreprise dont le directeur général est primé comme meilleur gestionnaire et qui tombe en faillite, il y a deux explications possibles. Ou bien l'Oscar était frauduleux, ou bien les mécanismes de la chute de la structure étaient exogènes au management. Et ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'on est allé avec des valises et des cantines, on a vidé l'ONCPB et vous pouvez comprendre aujourd'hui. Faites une enquête. Trouvez-moi un seul ministre d'Ahidjo milliardaire. Voilà. Si vous me donnez le nom du ministre d'Ahidjo milliardaire, je vous comprendrai. Mais aujourd'hui, les ministres milliardaires, c'est monnaie courante. Donc, d'où viennent les milliards qui sont la possession des ministres et des DG comme le complète? Vous comprendrez que c'est ça l'argent du développement du pays, c'est ça l'argent de l'enrichissement du pays. Je fais un plus court pour que tout le monde comprenne que l'argent qui aurait pu servir à faire l'autoroute Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala se retrouve dans des poches des individus. Et ce sont seuls ces individus-là qui peuvent aujourd'hui clamer. Et j'ai dit dans un autre endroit, vous allez voir, la ressemblance est la même. Ils sont tous joufflus, ils ont un gros ventre, ils ont un bon point. Et c'est eux seuls qui veulent montrer que ça marche. Heureusement que Balthazar est là. Et qui chercheront que le président Paul Biya se représente indéfiniment. En 1982, je suis obligé de vous arrêter. En 2032, il n'aura que 99 ans. Et il sera encore assez robuste, assez pimpant pour eux, pour qu'ils soient encore candidats. Et je vous dis, même mort, s'il n'est pas déclaré officiellement mort, il pourrait être candidat. Il gagnera les élections. Merci à vous cinq. On a un journal dans 2 minutes. Il y a un journal. Je voulais juste dire, pour n'est-ce pas, le débat que vous allez continuer demain, je voudrais juste poser 2 ou 3 choses sur la table. Non, vous n'aurez pas le temps. Oui, je n'aurai pas le temps. Vous n'aurez pas le temps. On peut poser une seule. Oui. N'est-ce pas? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait problème pour que il y a un manque d'impulsion politique sur les décisions prises au niveau du gouvernement? On aura l'occasion d'en parler demain. Le chômage est endémique. Pourquoi je pourrais vous ramener si vous le voulez. On va permettre au journal de s'installer, c'est à 19h top pile. L'équipe de la rédaction attend juste mon au revoir pour lancer le générique du journal en anglais qui sera monitoring et vous aurez bien sûr à 20h le journal en langue française présenté. Moi je vous dis à demain pour la dernière de la semaine. Bonne suite de programme sur nos antennes.